Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Amadou Ly Bokoum, vice-président du MEDES, Mouvement des entreprises du Sénégal. Amadou Ly Bokoum vient de la diaspora sénégalaise, il est investi ici au Sénégal. Nous allons parler des problèmes d'investissement au Sénégal. Monsieur Amadou Ly Bokoum, on a vu que l'évolution des investissements directs étrangers du Sénégal en 2012 ont été à peu près de 200 milliards de francs CFA. 2014 vers 300 milliards de francs CFA. Certains jugent que ces investissements sont peu nombreux dans notre pays comparé à l'Afrique du Sud, au Maroc, à d'autres pays. D'abord, pourquoi on note une faiblesse des investissements directs étrangers au Sénégal? Je remercie Alassane Samba Diop pour l'invitation. Je ne pense pas. La faiblesse de l'investissement, c'est une comparaison par rapport à des grands pays qui sont leaders dans leur zone géoéconomique, parce que le Maroc au Maghreb, c'est un leader. L'Afrique du Sud, dans la zone australe, c'est un leader. Le Nigeria, dans la zone centre, est un géant. Donc, on ne peut pas pour le moment se comparer à cela. Mais je pense que juste après eux, on est dans la seconde tranche. Et le Sénégal, il y a une évolution, puisque vous venez de donner des chiffres, et que pour les chiffres plus récents, aujourd'hui, on est à peu près à 400 millions de dollars pour l'année 2015. Soit à peu près, la projection 2016, c'est 260 milliards. 2015, on est à 215. Donc, je pense quand même qu'il y a à peu près 100 millions de dollars supplémentaires. C'est une marge qui est correcte. Elle peut être plus importante. Elle doit être plus importante. Ça permettrait de gagner d'autres points de compétitivité. Mais bon, je pense qu'il faut un ensemble de choses pour y arriver. Oui, mais est-ce que l'investissement au Sénégal est assez attractif pour que les gens viennent investir dans ce pays? Le Sénégal est attractif parce qu'aujourd'hui, c'est une destination. Avant, elle était prisée des touristes. Aujourd'hui, elle est prisée des investisseurs. Et les investisseurs asiatiques, quand on dit asiatique par extrapolation, je pense aux Indiens aussi derrière, qui sont derrière, aux Pakistanais, aux gens de l'Indonésie. Mais particulièrement aux Chinois, je veux dire aujourd'hui, il y a plein d'entreprises chinoises qui sont en train de s'installer en Afrique de l'Ouest et au Sénégal. J'en suis un exemple de promoteur qui a été amené par un projet chinois, une délocalisation chinoise, une multinationale chinoise qui fournit des câbles coaxiaux pour des grands opérateurs télécoms en Europe, comme British Telecom. 40% de leurs besoins sont satisfaits par des Chinois. Aujourd'hui, c'est un projet de délocalisation qui permet dans les 5 ans de pouvoir satisfaire ces clients de cet opérateur chinois à partir d'une plateforme industrielle basée au Sénégal. Oui, mais beaucoup de Sénégalais qui veulent investir, qui sont peut-être dans la diaspora ici au Sénégal, disent qu'il faut un parcours de combattant pour investir au Sénégal. C'est pas tout à fait faux, mais je veux dire c'est une caricature. Il y a un environnement des affaires qui est là. Il y a des réformes en cours parce qu'au Doing Business, on voit que le Sénégal gagne des points sur les facultés de réforme qu'ils sont en train de mettre en place et aussi les modalités pour essayer d'avancer rapidement sur des réformes très importantes. Ça a fait gagner au Sénégal quelques points sur son classement au Doing Business. Cet environnement, il doit continuer de manière pérenne à évoluer, à être amélioré. On ne peut pas dire simplement, bon voilà, il y a un seuil qu'on a atteint et puis on se satisfait. Parce que tout de suite, on va être dépassé. Les choses bougent ailleurs, parallèlement, continuellement. Donc cette évolution et ces changements, ces réformes, elles doivent être soutenues, amplifiées, consolidées et pérennisées. C'est à ces seules conditions qu'on pourra continuer à être de plus en plus attractif, mais pour tendre vers une compétitivité. Parce que ça, c'est le deuxième combat qu'il faut mener. Pourquoi le Sénégal n'est pas compétitif pour le moment? Voilà, je pense que ça dépend de la nature des activités industrielles. Sur des activités extractives où la matière première est disponible, je pense que là, la ressource est là. Ce n'est pas un problème de compétitivité qui va se poser. Peut-être qu'il y a des facteurs de production ou des facteurs énergétiques qui sont peut-être les points faibles. Quand par contre ce sont des entreprises de transformation ou de valorisation, comme dans le cadre d'un perfectionnement actif, là, effectivement, si la matière première n'est pas disponible au Sénégal, qu'il faille l'importer, ensuite la transformer, la valoriser et la réexporter, on va se heurter à quelques barrières au niveau portuaire, au niveau tarifaire, au niveau douanier, ainsi de suite.
Mais il y a des régimes fiscaux quand même dérogatifs ou spéciaux. L'EFE, l'entreprise franche d'export, que l'APIX pilote, le code des investissements, ce sont des outils qui permettent quand même non seulement une attractivité, parce que c'est ça qui attire les investisseurs au départ, mais qui permettent de créer des conditions à minima de pouvoir s'installer et de pouvoir développer une activité et de pouvoir vendre, produire et exporter. Maintenant, il faut améliorer ce cadre-là parce que, comme je dis, l'énergie, c'est un problème. La logistique, transport, c'est un second souci. Ensuite, maintenant, il y a quelques taxes encore par-ci, par-là qui ne sont pas forcément de nature à rendre plus compétitif le Sénégal. Et il pourrait l'être parce que... Quelles sont ces taxes? Non, je veux dire déjà que le Sénégal est rentré un peu tardivement dans la norme THC. Quand nous, on est arrivé il y a 2 ans... THC, c'est-à-dire? Ça dit que c'est la norme universelle en matière de taxation des opérations portuaires sur les conteneurs. Avant, au Sénégal, on taxait la valeur et le poids. Aujourd'hui, il y a une taxe unique. C'est-à-dire que c'est le conteneur, c'est une seule opération. On dit que ce conteneur, voilà le coût de taxation. Et on a mis au Sénégal 3 catégories. Donc déjà, il y a eu une baisse de 15% par rapport aux coûts initiaux. C'est une progression. Mais si on le regarde seulement sous l'angle de l'environnement des pays limitrophes et autres, c'est un pas de géant. Mais nous, on a une vocation mondiale. C'est-à-dire qu'il faut aller sur les marchés internationaux. Alors là, ce n'est pas suffisant. Il faut continuer à amorcer parce que quand le produit va se retrouver sur le marché international, ces 15% ne sont plus suffisants en termes de points gagnés en compétitivité. Donc là, après nous, on se pose, en termes de positionnement, on ne peut plus tenir la dragée à un opérateur chinois ou pakistanais ou autre. Or, il faudrait qu'on puisse y arriver pour être à égalité. Mais ce qui n'empêche pas à certains opérateurs de dire que le port de Dakar est l'un des ports les plus chers au monde. Le port de Dakar, je pense que d'abord, il y a 3 secteurs. Il y a d'abord la mue du port en termes d'infrastructure. Je pense que quand même, il y a une mise aux normes qui est faite. Maintenant, au niveau du management et de l'attractivité ou de la compétitivité du port, je pense que des études ont déjà été menées au niveau de l'administration et de la haute administration sénégalaise pour faire un diagnostic sans complaisance, à partir duquel ils vont amener des solutions et des solutions rapides doivent être amenées parce qu'il y a d'autres ports qui sont très compétitifs, celui du Ghana, je veux dire la Côte d'Ivoire qui est derrière, donc ça bouge, il y a celui du Togo, ainsi de suite. Donc, mais je pense qu'on est encore dans la course. Seulement, il faut que ces réformes soient accélérées pour pouvoir maintenir ce potentiel extraordinaire que le Sénégal a en termes de positionnement géographique quand même. Parce que entre le time transit Chine, Afrique et le time transit Afrique-Europe, on est un des mieux positionnés. Donc il faut exploiter cette opportunité. Mais pourquoi on n'arrive pas justement avec tous ces avantages comparatifs par rapport aux autres ports, aux autres pays asiatiques, que le Sénégal puisse devenir un hub? Mais je pense que c'est l'objectif du gouvernement. En tout cas, moi j'ai le privilège de siéger au CPI, au Conseil présidentiel d'investissement, depuis peu, dans le cadre du patronat. Et je pense que les gens qui y travaillent, aussi bien les représentants de l'administration, sont tout à fait conscients que la donne a changé dans le cadre de la mondialisation. Et qu'aujourd'hui, il faut les niches de compétitivité, il faut les chercher dans tous les segments d'activité des grandes administrations sénégalaises, surtout celles qui ont des administrations à vocation économique. Le port en est une des principales administrations. Il faut impérativement améliorer cet environnement parce qu'ils gagneront en volume ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui par rapport aux potentialités. Et ensuite, qu'en termes de gain de ressources, ça permet d'accroître ces ressources et donc de renforcer les capacités opérationnelles du port et de rendre les opérateurs économiques en pole position par rapport à la conquête des marchés extérieurs. C'est une nécessité, c'est un dispositif d'ensemble qu'il faut avoir. Je pense que dans le cadre du CPI, on va porter ce plaidoyer au président de la République. C'est impératif pour la survie des entreprises existantes et je veux dire le devenir des entreprises qui cherchent à s'implanter au Sénégal. On parlait un peu de facteurs de production. Si on prend l'exemple de l'électricité au Sénégal, il semble être cette électricité elle semble être beaucoup plus chère par rapport à la sous-région. Oui, c'est vrai que par rapport à la Côte d'Ivoire et autres, on n'est pas forcément mieux positionné. Aujourd'hui, on est 4 fois plus cher que la Chine et nous, on est une délocalisation chinoise. Donc là, on perd en termes de compétitivité. Ce que nous, notre main-d'œuvre nous fait gagner en points, on le perd en coût énergétique. Mais je dis simplement
que c'est une réforme qui va être amorcée parce que dans le cadre du CPI, ça c'est une requête qu'on a adressée au président de la République en disant la survie des entreprises et le devenir du tissu industriel sénégalais et des implantations étrangères dans le cadre des IDE est lié aux facteurs de production et aux coûts énergétiques. Et la Sénélec, c'est un point crucial. Aujourd'hui, je sais que des réformes hardies sont menées par le nouveau directeur Makhtar Cissé, qui fait qu'aujourd'hui déjà le gap en puissance énergétique est en train d'être comblé. Je pense qu'il y a un supplétif de 200 MW qui va être injecté et à terme c'est 1000 MW. Ça permet donc de satisfaire la demande. Mais il restera après le problème du coût énergétique. S'il y a maintenant des programmes de mix énergétique, de recherche de production énergétique propre par les MDP comme on dit, par le solaire, l'éolien ou d'autres formes gaz, ainsi de suite, et il faut baisser ces coûts-là. D'abord pour le ménage sénégalais, parce que ça devient crucial, c'est un poste de dépense qui est lourd. Et deuxièmement, pour l'industriel, c'est très lourd, c'est encore lourd. C'est un point de compétitivité qui est à gagner, qu'il faut gagner, parce que sinon, on va nous dépasser, ça c'est sûr. Mais les IDE, comme on l'avait dit tout au début, les étrangers viennent s'installer au Sénégal, mais on ne reçoit pas de Sénégalais dans ces entreprises, dans le capital de ces entreprises. C'est un plaidoyer au sein du patronat en général, en tout cas du MEDES en particulier auquel j'appartiens, et qu'on est en train de mener, et j'ai eu à le faire auprès du ministre Mme Khoudia Mbaye, ministre de la promotion des investissements, des partenariats et des téléservices de l'État, à qui j'ai exposé le problème et qui en toute franchise a reconnu que c'est une revendication qui est légitime. Maintenant, c'est l'État avec ses propres mécanismes de réflexion, de changement, de transformation, de réforme pour y parvenir. Mais je lui ai dit simplement qu'il faut rendre le patronat sénégalais ou le secteur privé sénégalais fort. Et en quoi faisant? C'est-à-dire déjà que les IDE, dans le cas des IDE, les entreprises qui viennent s'installer au Sénégal, que 10% du capital de ces entreprises soit réservé au secteur privé national. Ça permet à terme de rendre le secteur privé sénégalais d'abord fort, qui participe réellement à la vie de ces entreprises, à l'enrichissement de ces entreprises, mais aussi ils s'enrichissent. En s'enrichissant, c'est des gens qui maintiennent l'investissement au Sénégal et qui produisent une richesse qui peut servir à d'autres projets, comme si c'était un effet revolving. Et ça, c'est important. Mais il y a des entreprises étrangères qui viennent, qui montent des affaires, qui font du business, qui rapatrient les capitaux, qui décident de fermer l'entreprise, qui partent. Et puis, je veux dire, il n'y a pas, sans autre forme de procès, parce qu'il n'y a aucun Sénégalais au conseil d'administration, il n'y a aucun Sénégalais, qui a une prise de participation au capital de ces entreprises. Et pourtant, en Algérie, la réforme a été faite sur place, où pratiquement celui qui veut investir là-bas, les nationaux, le patronat, a 40% des actions. Absolument. À Dubaï, vous avez 51% de licence. Si la licence n'est pas acquise par un ressortissant Emirates, vous n'avez aucune chance d'opérer. Bon, ça, ce sont des décisions souveraines de l'État. Mais commençons déjà par 10%. Et progressivement, au fur et à mesure que le secteur privé va avoir une capacité financière plus importante, on pourra demander une proportionnalité qui va évoluer dans le temps. Mais il faut commencer par quelque chose. Dans le cadre des PPP, c'est ce que l'État a fait. Dans les CET, il n'y en avait pas. Dans le cadre des PPP, il y a une portionnalité qui est réservée à cet investissement et qui garantit aussi la sous-traitance aux entreprises nationales. Ça leur permet d'avoir quand même un transfert de compétences, un savoir-faire et une plus-value. Mais il faudrait, au niveau aussi des capitaux étrangers qu'on investit, qu'une portion, c'est 1/10, moi en tout cas, je dis c'est déjà un bon début, réservé au secteur privé national. Mais pourtant, dans des pays comme la Malaisie, il y a des réformes énormes qui ont été faites dans ces pays-là qui permettent aujourd'hui pratiquement de faire de ce pays des grands ateliers du monde. On peut y parvenir. Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite en termes de possibilités. Les limites, elles sont celles que nous-mêmes, on s'impose. Si on estime qu'on veut s'en arrêter là, on s'arrête là. Si on veut estimer qu'on peut aller au-delà, on peut aller au-delà. Et il faut aller au-delà. Parce qu'on ne peut pas développer un tissu économique et un tissu industriel dans ce pays, résorber la problématique de l'emploi si on ne crée pas de la richesse. Cette richesse, elle vient des PME, PMI,
qui sont l'épine dorsale de l'économie, et qui sont 3/4 des entreprises qui produisent la richesse. Et donc, c'est un ensemble de batteries de mesures que l'État est en train de faire. Même si c'est vrai qu'il y a le pôle économique de Diamniadio, il y a la zone économique spéciale, même si celle-là n'est pas encore opérationnelle, mais il y a le pôle économique de Diamniadio qui est quand même en train d'émerger, de sortir de terre et de commencer à donner des premiers signes de vie. Mais il faudrait que cette dynamique soit accélérée, que la zone économique spéciale soit une réalité pour qu'on ait un vrai hub industriel de dimension internationale qui satisfasse les besoins intérieurs, les besoins régionaux et sous-régionaux et les besoins à l'international. On en a la capacité, on en a l'expertise, on en a les moyens, je veux dire, humains. Maintenant, l'attractivité permet aux capitaux de migrer vers le Sénégal. Et maintenant, les conditions qui permettent sa réalisation sont liées à des politiques incitatives de l'État et des politiques d'accompagnement bien maîtrisées qui permettent, dans un délai raisonnable, à une entreprise de s'implanter, d'avoir le temps de décoller, de se consolider et ensuite de restituer au pays qui l'a accueilli ce que ce pays lui a donné à titre de crédit. Mais dans ce bouillonnement dont on parle ici au Sénégal sur le plan économique, que les choses semblent bouger, est-ce que les jeunes se retrouvent dans ce bouillonnement, surtout l'emploi des jeunes? Ça, c'est la problématique la plus délicate. Je sais qu'il y a des politiques qui sont mises en place, les DAC, les domaines agricoles communautaires. Il y a plein de pistes sur lesquelles l'État est en train d'amorcer des débuts de solutions. Mais ça ne satisfait pas encore par rapport à la forte demande qui est là. Et donc, il faut... Bon, dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, je pense que déjà, c'est une plateforme qui peut absorber énormément de ressources humaines et énormément de main-d'œuvre et de main-d'œuvre jeune. Maintenant, il faut injecter des fonds et il faut mécaniser cette agriculture pour avoir une productivité à hauteur de nos ambitions, pour satisfaire d'abord les besoins individuels et puis avoir une ambition d'export. Et ça peut créer aussi de l'emploi, ça crée de la richesse. Mais on ne sent pas aussi le développement de plus en plus important des PME, des PMI, des TPE, parce que beaucoup de gens estiment qu'aujourd'hui les économistes ont fait des analyses. Si aujourd'hui l'Allemagne est résiliente par rapport à l'Europe, si les États-Unis aujourd'hui sont une puissance mondiale, c'est parce qu'il y a un développement des PME, des PMI, des TPE. Mais au Sénégal, on a l'impression que les PME, les PMI, voilà, c'est des entreprises qui naissent et qui meurent aussi vite qu'elles sont nées. C'est vrai que le taux de morbidité de ces entreprises est encore important. C'est une réalité. De 0 à 1 an et de 1 à 5 ans en général, la majeure partie... C'est dû à quoi? Qu'il n'y a pas une politique cohérente d'accompagnement des PME, des PMI et des TPE? Bon, c'est pas seulement des cadres, c'est pas seulement un cadre réglementaire ou des programmes d'accompagnement. Je pense qu'il y a aussi un problème de financement. Parce que si c'est les financements standards des banques, ils sont out. Les conditions, les garanties sont insoutenables pour un entrepreneur qui débute. Et pourquoi l'État a aussi ici des projets qu'ils ont mis en place, l'ANPEJ, d'autres projets pour permettre à des jeunes qui ont des projets de pouvoir se faire financer? Mais bon, je pense déjà qu'il y a de nouveaux outils. La BNDE, le FONGIS, le FONSIS, le FONGIP sont de nouveaux outils. De façon concrète, est-ce que ces outils ont permis de créer de l'emploi ou pas? Ça, il y a un début. Il y a un début, selon les statistiques, ça a un début. Mais je pense que ces entités-là financières ne sont pas assez dotées financièrement. Parce que les besoins sont tels, l'attente est si forte, et c'est des besoins en financement direct immédiat. Il faut que l'État y injecte massivement de l'argent. Et ça, c'est très important parce que ce qu'on a déjà avec la DMPE et les autres structures d'accompagnement, je pense que les ressources sont insuffisantes par rapport à l'attente et par rapport aux missions qu'on leur confie. Il faut renforcer les capacités financières. Parce que là, ce sont des cadres quand même qui sont structurés, qui permettent déjà à des entreprises d'avoir un minimum de normes, c'est-à-dire une comptabilité, une structuration, une organisation, d'avoir une traçabilité comptable, une traçabilité fiscale, et donc de permettre progressivement de répondre aux normes à minima qu'il faut à une entreprise pour pouvoir sous-traiter un marché ou exécuter un marché selon le secteur d'activité et selon aussi les critères d'éligibilité. Et ça, il faut que l'État renforce. Je trouve que c'est insuffisant. Mais le discours qu'on entend aujourd'hui par rapport aux différents ministères chargés de l'emploi des jeunes, c'est dire qu'il y a de l'argent ici, il faudrait que les jeunes aillent chercher l'argent pour se faire financer. Il y a un problème. Mais Alassane, les jeunes vont aller chercher l'argent comment? Parce que ça, c'est trop générique.
il faut qu'ils aillent, soit on crée des points focaux où on a des... Moi, je pense qu'il faut même... Pourquoi ces ministères ou ces démembrements de l'État ne créeraient pas un guichet de l'entrepreneuriat jeune? C'est une idée, mais sous une forme privative, pas sous la forme étatique lourde, avec toute la paperasse. Moi, je dis il faut créer une sorte de guichet unique de l'entrepreneuriat jeune, qui soit avec des procédures simplifiées, qui est, elle, en interface avec les bailleurs tels que la BNDE, les autres FONGIS, ainsi de suite, et qu'ils puissent rapidement, quand ils viennent avec une idée, avoir un conseil par rapport à ça, un accompagnement et un début de financement. Et à partir de ce moment-là, ce sont des réponses rapides, mais ce n'est pas des réponses dans 6-8 mois. Parce que le jeune qui porte son projet 8 mois, il baisse les bras. Parce qu'il n'y a pas de retour. On va le prendre pour un rêveur. Après, la tentation d'aller à l'extérieur, où c'est encore plus problématique, va se poser. Et il faut que l'inverse soit fait, c'est-à-dire que ce soit la diaspora, les Sénégalais de la diaspora, qui soient dans un retour au pays avec pas seulement des idées, mais des projets, des solutions de financement clés en main ou des projets clés en main pour venir construire ce pays-là. Donc il y a un manque d'organisation par rapport à la diaspora. Parce qu'on avait le Cap-Vert, pratiquement la plupart de l'argent qui est investi dans ce pays-là, c'est la diaspora capverdienne qui investit, qui crée des emplois. Mais nous, notre diaspora, elle est plutôt tournée vers la consommation, vers la construction de maisons. Est-ce que l'État n'a pas failli à ne pas n'avoir pu mettre en place des mécanismes attractifs qui permettent aux immigrés d'investir et de gagner de l'argent? Bon, dans le cadre quand même du Cap-Vert, vous considérez quand même que le Cap-Vert a une particularité. C'est une diaspora qui est numériquement plus importante que ceux qui vivent sur le territoire national. C'est une exception. Donc, leur force de frappe, elle est totalement à l'extérieur. C'est une organisation derrière. Certes, c'est vrai que étant un petit pays insulaire, il y a un effet de solidarité beaucoup plus cimenté, beaucoup plus fort. C'est vrai qu'on a une diaspora forte, parce que si on a presque 900 et quelques milliards qui entrent au Sénégal, c'est quoi? Pour des dépenses courantes, pour des problèmes alimentaires, pour des problèmes... Il faut arriver à utiliser cette manne-là, à capter cette manne-là en la structurant parce qu'il y a quand même des besoins au quotidien qu'il faut gérer, mais trouver des solutions qui captent cette manne-là, qui font des placements, qui génèrent des ressources, et ces ressources-là sont dégagées pour être investies dans des projets qui sont utiles, qui sont créateurs de richesse, même pour les membres de ces immigrés qui sont ici. Il y a des programmes qui sont faits par des ONG ou des associations à but non lucratif ou des associations locales, mais il faut une implication de l'État beaucoup plus hardie, beaucoup plus engagée, parce que c'est une manne extraordinaire en ressources humaines, en potentialité, en expertise, en expérience, qu'il faut mettre en valeur et mettre au service du Sénégal. C'est important. Mais est-ce que vous avez l'impression que le discours épouse l'action, la réalité dans les faits? Il y a toujours une distorsion, ça c'est normal. C'est comme le gars de la diaspora qui vient avec son projet, qui est d'un enthousiasme parfois aussi un peu démesuré. Parce que c'est la lecture qu'il a qui est un peu féerique ou idyllique ou nostalgique. Mais bon, il viendra, il trouvera des gens qui se lèvent le matin, qui se battent. Et c'est dur, c'est une compétition au quotidien. Maintenant, à lui d'avoir l'intelligence de s'adapter et aussi de travailler avec ses propres compatriotes qui ont l'avantage d'être là, qui connaissent la réalité qu'ils la vivent, il n'y a pas de décalage. Et lui, il amène son plus et ensemble, ils créent quelque chose ensemble et ils avancent parce qu'il faut une volonté. Cette délocalisation chinoise, elle ne s'est pas faite simplement sur la base de textes attractifs. C'est un combat de tous les jours. C'est 24 mois de démarche pour aujourd'hui sortir des câbles made in Sénégal. Si au premier écueil, on avait dit, bon, on avait dit ça, c'est pas ça, donc puisque c'est pas ça, on part, mais personne ne resterait. Et moi, en tant que Sénégal, j'ai voulu dire, c'est possible. En tout cas, moi, je suis là depuis 2 ans, je suis encore là et je compte y rester. Et qu'en 2 ans, c'est 2 entreprises qui ont été créées, ils sont pourvoyeuses d'emplois et de richesses. Donc c'est possible. Et je sais qu'il y a des gens qui ont plus d'opportunités que moi, plus de possibilités que moi, qui sont certainement dans la ligne de mire et qui sont en train de préparer le retour. Il faut maintenant un accueil, une incitation, un accompagnement. Et il faut créer une dynamique. Il ne faut pas que ce soit des exceptions. Il faut que ce soit la règle générale. Amadou Ly Bokoum, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM.
vous êtes le vice-président du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, et que vous êtes aussi membre de la diaspora qui a décidé de revenir d'investir au Sénégal. Nous parlons avec vous du parcours du combattant que rencontrent beaucoup de Sénégalais qui veulent investir, créer des entreprises dans ce pays. Et que votre message, c'est qu'on puisse davantage faire des réformes en profondeur pour permettre à ceux qui veulent investir de pouvoir investir et de gagner de l'argent. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.